Alors, ce projet, dans le fond, c'est l'aboutissement, de 3. En fait, c'est le troisième projet, que je mène en milieu HLM. HLM voulant dire habitation à loyer modique, pour les personnes, qui sont peut-être moins familières avec les abréviations. Donc, il y avait un premier projet qui portait surtout sur la mobilisation en développement des communautés. Le deuxième était plus sur les changements professionnels et organisationnels d'un organisme communautaire qui intervient dans quelques HLM, en fait. Et le troisième qui s'intéresse aux réseaux locaux, à l'intervention dans les milieux et aux retombées auprès des résidents. Et c'est pour ce projet-là que je vous présente les résultats aujourd'hui. Pour les deux premiers, si jamais vous avez des questions, si ça vous intéresse, il y a différentes publications que je pourrais vous faire suivre pour ceux qui voudraient les avoir. Donc, juste vous donner quelques éléments de contexte, là, les offices municipaux d'habitation ont le mandat d'offrir du logement social d'une part, mais aussi des activités sociales et communautaires dans les différents logements sous sa gouverne. Dans la région de Montréal, l'Office municipal d'habitation a quand même plus de 20 000 logements et répond aux besoins de logement à 38 000 locataires. Dans les grands plans d'ensemble HLM, qui sont ceux qui nous intéressent aujourd'hui, on compte généralement entre 100 et 300 ménages, donc ça peut être assez différent d'un milieu à l'autre. Et ça suppose qu'il y a un bon nombre de personnes qui vont partager à la fois un espace de vie commun, malgré qu'ils sont chacun dans leur appartement. Il y a des espaces communautaires, il y a la cour, mais ils partagent aussi une réalité socio-économique puis des problèmes sociaux similaires qui sont, entre autres, liés aux critères de sélection pour avoir accès au logement. Donc, dans ce contexte-là, la notion de proximité elle prend tout son sens, elle réfère à plusieurs aspects liés au voisinage, mais aussi aux différentes relations qui s'établissent entre les résidents d'un milieu, mais aussi avec les organismes qui les desservent. En intervention, le concept de proximité réfère soit à une forme d'intervention ou à une approche, mais aussi à des pratiques très spécifiques ou des manières de faire qui visent surtout le rapprochement avec une population qu'on va considérer comme étant soit marginalisée, soit vulnérable, désaffiliée, etc. Donc, l'approche de proximité ou l'intervention de proximité vise à joindre une population qui serait désaffiliée, donc en marge de services qui rejoint plus généralement la population. Et on part du principe que la combinaison d'offrir à la fois du logement, mais aussi un accès à des ressources par le biais de cette intervention, bien, offre un potentiel additionnel pour les personnes qui y vivent. Et un plus grand accès aux services puis aux ressources, évidemment. Donc, c'est pour les éléments de contexte. Pour les objectifs du projet en cours, bien, l'objectif principal, c'était d'analyser les réseaux locaux qui étaient mise en place dans les HLM du Québec. On est dans deux régions, Geneviève l'a dit tantôt, la région de Montréal et la région de Québec. Donc, de comprendre la structuration des réseaux et leur influence sur les interventions qui sont menées auprès des résidents dans le but, évidemment, d'améliorer les pratiques. Les objectifs plus spécifiques étaient d'analyser les conditions qui ont favorisé le développement des réseaux locaux. Le deuxième objectif spécifique était de comprendre comment les intervenants communautaires et du réseau, éventuellement, traduisent les orientations des réseaux locaux en objets d'intervention et d'appréhender les retombées des interventions sur le vécu des résidents et leur milieu de vie. Donc, on a vraiment trois volets à ce projet-là, vraiment un volet plus axé sur le travail de concertation, de partenariat, un autre volet qui est l'intervention de milieu et un volet qui concerne, dans le fond, les retombées de l'ensemble de ces interventions-là chez les résidents. Présente, là, je ne vous embête pas trop longtemps avec le cadre théorique, je sais que ça peut être lourd. Dans ce cas-ci, on a choisi la théorie de l'acteur réseau parce que cette théorie-là nous permet de voir l'intervention comme une stratégie qui permet aux différents acteurs, donc les intervenants, les organismes, les personnes, de prendre des rôles, de changer de rôle,
d'en créer des nouveaux et de créer des liens à l'intérieur de réseaux et de se mobiliser pour accéder à des nouvelles ressources dans le but de créer des changements. Donc ça, c'est la théorie en général. On a utilisé de plus spécifiquement le processus de traduction qui se décline en 4 opérations, là. La problématisation, donc ça, c'est la manière qu'on va définir, dans le fond, le problème sur lequel on veut travailler, donc les efforts, sur quoi on les met. L'intéressement, donc comment on intéresse les différents acteurs d'un milieu à s'impliquer dans ce réseau-là pour résoudre les problèmes. L'enrôlement, donc l'enrôlement réfère à toute la capacité de s'engager à l'intérieur de ce réseau-là, donc prendre des responsabilités, etc. Et finalement, la mobilisation, donc un coup, la mobilisation est un peu là, la fin de, pas la fin, mais l'objectif final de toutes ces opérations-là, la mobilisation référant au fait que ce réseau-là fonctionne, est capable de se donner des porte-paroles, est capable d'être représenté, d'aller chercher d'autres ressources, etc. Donc, c'était pour le cadre théorique. Gênez-vous pas, c'est vraiment présenté très, très simplement. Là. Gênez-vous pas pour poser des questions par la suite là, par rapport à ça, si ça vous intéresse. Au niveau des méthodes qu'on a utilisées, bien, il s'agit d'une étude de cas multisite dans 6 HLM, je disais, de Montréal et de Québec. En fait, on avait 4 milieux parce que dans un des milieux, l'organisme dessert et le comité de partenaires desservent 3 HLM. Donc, 4 milieux, mais au total 6 HLM. On a fait une analyse des réseaux en lien avec un Google Form là, qui était rempli. A fait surtout beaucoup d'observations participantes, donc dans 3 réseaux, parce qu'il y a un milieu qui s'est greffé plus vers la fin du projet, donc on n'a pas pu le faire, mais dans 3 des réseaux, donc dans les tables de concertation, on a été présent à toutes les rencontres pendant 2 ans avec une grille d'observation qui était reliée au cadre théorique. Et on a surtout fait beaucoup d'entrevues individuelles. Donc, on a rencontré au total 35 partenaires. C'était en grande majorité des organismes communautaires, mais on a aussi rencontré quelques personnes qui travaillent à l'intérieur, soit des écoles, évidemment l'Office municipal d'habitation, des organisateurs communautaires, des CIUS, etc. On a rencontré 43, c'est pas plus ou moins, excusez-moi, je n'ai pas fait le changement là, 43 résidents au total dans les 4 milieux. Et en entrevue individuelle, on a rencontré 4 intervenantes de milieu, donc des personnes pour qui la tâche principale était de faire de l'intervention dans le milieu du HLM. Et on a fait une entrevue groupe avec des intervenants de milieu parce que dans un des 4 milieux, il y avait 6 intervenants, donc ça valait la peine de les rencontrer là, en groupe. Mais c'était le même questionnaire qu'en entrevue individuelle, là, grosso modo. Bon, avec tout ce matériel-là, on a fait une analyse de contenu thématique avec une grille de codification là, qui était aussi liée au cadre théorique. Donc, je vais laisser Chloé vous présenter plus en détail les résultats, qui est, je suis certaine, la partie que vous attendez le plus. À toi, Chloé. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Donc, pour ma part, je vais vous présenter les résultats de la recherche. C'est des résultats, en fait, qu'on va présenter de manière synthétique pour les différents milieux, même si dans chaque milieu, il y avait une certaine organisation qui était propre à chaque milieu. Donc, c'est vraiment des résultats synthétiques, puis on pourra revenir peut-être après avec des précisions pour chacun des milieux. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter dans quel contexte les structures elles ont été mises en place, puis ensuite les objectifs qui étaient définis au moment de créer ces réseaux. Ensuite, la qualité des liens entre les partenaires, puis l'apport des partenaires à la fois à l'intervention de milieu, à l'association des locataires et aussi aux résidents. Ensuite, je présenterai les controverses et puis toutes les solutions qui ont été trouvées à ces controverses. Puis ensuite, la question de la mobilisation, aussi bien des partenaires et des résidents à ces partenariats. Et puis enfin, les réponses aux besoins et puis l'apport de l'intervention de milieu aux résidents. Quelles sont les retombées pour les résidents?
Alors, dans quel contexte sont mis en place ces réseaux de partenaires? Ce que l'on remarque, c'est que les réseaux se constituent soit en réaction à des crises ou à des épisodes de violence et de criminalité dans les milieux, soit plutôt pour d'autres, c'est la mise en œuvre d'une vision individuelle ou collective. Donc, il y a 2 cas de figure. Dans tous les milieux, les OC, des SUS jouent un rôle important dans l'identification des partenaires et la mise en place de ces structures. Il y a plusieurs organismes communautaires et institutions qui sont impliqués dès le début, puis des fois ça évolue au cours de la démarche. Et puis la structuration du réseau, comme je dis, elle se fait en fait sur le temps long. Par rapport aux objectifs du réseau de partenaires, les participants défendent plusieurs buts en fait, de ces réseaux de partenaires. Certains, c'est orienté plutôt vers les résidents, puis d'autres plutôt vers le travail collectif, une vision commune partagée au sein du partenariat. Alors, donc, selon certains, le but du réseau, c'est trouver des solutions adaptées aux problèmes vécus par les résidents, faciliter leur accès aux services, favoriser les relations entre locataires et améliorer en général les conditions de vie au sein des milieux. Pour d'autres, c'est surtout partager de l'information entre partenaires, limiter le travail en silo, régler des problèmes qui sont liés à l'intervention, puis coordonner aussi des activités de plus grande ampleur. Dans tous les milieux, l'idée, c'est quand même de faciliter aussi bien l'action dans l'urgence si besoin, mais surtout l'action concertée sur le plus long terme. Alors, par rapport à la qualité des liens entre les partenaires, ce qui ressort des entretiens, c'est qu'il y a diverses structures qui facilitent le travail en réseau. Comme je vous le disais au tout début, là, il y a plein de formes différentes d'organisation. Dans certains, il y a un comité de coordination, un comité de partenaires, puis un comité plus de pratique. Dans d'autres, c'est des tables d'intervenants ou de partenaires qui mêlent des directeurs, des coordonnateurs. Et parfois, il y a aussi des comités qui sont composés de résidents et d'intervenants. Donc, il y a vraiment différents modèles entre les différents milieux. Dans la plupart des milieux étudiés, la collaboration, elle est perçue comme positive. Donc, il y a la reconnaissance de l'expertise de chacun au sein du réseau. Il y a du partage, ça favorise le partage d'informations. Et puis, il y a un lien de confiance qui s'établit sur le long terme. Cependant, il y a aussi des tensions qui existent dans certains milieux. Le plus souvent, c'est dû à des problèmes de communication et donc à cette organisation de la concertation qui n'est pas toujours facile. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'apprentissage du travail collectif, il se fait sur le long terme à travers des rencontres régulières entre les partenaires. Donc, c'est ça. Et puis aussi que la proximité physique entre les partenaires, ça influe forcément positivement sur la collaboration. Donc, il y a des liens qui s'entretiennent aussi à travers des dossiers non officiels et qui passent par des relations entre les intervenants de chaque organisme. Et puis aussi l'utilisation de divers outils comme des ententes, des grilles, ça facilite vraiment ce travail collectif et la qualité des liens entre les partenaires. Par rapport à l'apport du partenariat, les apports en fait de ces partenariats à l'intervention de milieu, dans la plupart des milieux, on dit que l'intervention de milieu elle serait de meilleure qualité grâce à ces collaborations établies. En effet, le partenariat il permettrait d'augmenter le recours aux intervenants. Donc, par exemple, les résidents qui rapportent consulter davantage l'ATS du SUS, car elle est présente quotidiennement sur place et parce que les partenaires aussi incitent à la consulter davantage. Ce partenariat il permettrait aussi de multiplier les expertises au sein du milieu et de faciliter en fait le référencement. Donc, on obtiendrait une meilleure réponse en fait aux besoins des résidents à travers ce type de concertation. Ça permettrait aussi de développer des projets communautaires dans le milieu de vie. Donc ça, dans les différents milieux, on a vu qu'il y avait mis en place des actions, par exemple, sur la sensibilisation à la salubrité. Voilà, donc des projets communautaires plus larges. Ça permettrait de faciliter aussi la mobilisation et la participation des résidents aux activités, donc qui est un des buts de l'intervention de milieu.
Et puis, ça faciliterait le recours aux autres organismes partenaires, à la fois donc pour résoudre les problèmes des résidents, comme je le disais un peu avant, mais aussi pour ne pas s'isoler en tant qu'intervenant, et aussi donc prévenir la fatigue de compassion, l'usure. Donc ça a été souligné. L'apport du partenariat, enfin, on a noté que ça pouvait aussi servir à combler les lacunes en termes de financement et de personnel de l'intervention de milieu. Donc, en mutualisant les ressources des organismes partenaires, en général, ça favorise aussi l'obtention de subventions. Donc, ça, c'est les apports du partenariat à l'intervention de milieu. Par rapport aux apports du partenariat aux associations de locataires là, dans les différents milieux, ce qu'on a noté, c'était que généralement, le comité, enfin les réseaux de partenaires et l'association de locataires étaient très interdépendants. Donc, en fait, l'implication des partenaires auprès de l'association, ça facilite l'organisation d'activités et de projets par l'association de locataires. Les organismes, ils sont là, ils sont présents pour aider et soutenir normalement. Et puis, les partenaires, ils vont aussi inciter et faciliter la participation des locataires au sein de l'association de locataires. Donc, contribuer à son bon fonctionnement et notamment dans certains milieux, ça permet aussi de prévenir des conflits qui pourraient se passer au sein de l'association de locataires. Dans un même moment, en fait, la plupart du temps, les partenaires, ils ont aussi besoin de l'association de locataires pour bien fonctionner et donc pour connaître au mieux les besoins des résidents. Donc, dans certains cas, ça peut générer une certaine forme de dépendance, parfois de l'association de locataires envers les autres organismes, ce qu'on a remarqué dans certains milieux. Pour l'apport du partenariat aux résidents, les résidents et les intervenants interrogés ont souligné plusieurs apports. Alors, le partenariat, il permet de faire connaître aux locataires les ressources de la communauté, et on nous a aussi parlé de les faire sortir en fait de leur milieu de vie et de penser en termes plus d'environnement résidentiel général, en termes de quartier. Ça permet aussi d'offrir un soutien collectif et efficace aux locataires qui connaissent des événements difficiles, donc d'offrir une réponse vraiment collective quand il y a certains problèmes au sein du milieu. Ça permet aussi d'agir davantage en prévention et de renforcer en fait le sentiment de sécurité des résidents. En effet, on a remarqué que les conflits et le recours aux policiers auraient diminué dans certains milieux avec cette approche en partenariat. Et puis, toujours comme je le disais juste avant, favoriser la mobilisation et la participation des résidents aux activités. Et puis, obtenir des interventions de meilleure qualité en faisant appel à tous les autres organismes du milieu. Donc, ainsi, sur le long terme, le partenariat, il semble participer à l'amélioration en fait, des conditions de vie des locataires, quand même de manière générale. Alors, concernant les controverses et solutions, donc, comme dans tous les milieux, il y a des controverses et puis elles sont variées. Alors là, je vous en ai mis quelques-unes, mais il y en aurait d'autres. Mais le plus souvent, les controverses, elles sont autour du manque de clarté dans les rôles de chaque organisme au sein du partenariat et puis parfois entre les différentes structures. Donc, ça peut être des questions de trop grande place prise par certains partenaires au sein du réseau. Ça peut être aussi des questions de redondance entre certaines structures, donc différents comités où il n'y aurait pas un rôle clair des comités, ou parfois des problèmes de leadership pour l'intervention. Les autres problèmes aussi mentionnés, c'est le roulement de personnel au sein des partenaires. Et ça s'avère vraiment un défi, en fait, pour partager une compréhension commune du problème et une cohésion dans l'action. Comme on a vu, là, c'est des choses qui se font sur le long terme, la concertation. Donc, en fait, avec un changement de personnel au sein de chacun des partenaires, ça complique la chose. La présence de bailleurs de fonds autour de la table, ça aussi, c'est cité comme une controverse, puis ça pourrait enlever une certaine liberté d'action. Puis le partage et la gestion des espaces collectifs, donc ça, c'est vraiment valable pour tous les milieux. Et malgré les bonnes collaborations, c'est un problème qu'il faut gérer. Donc, il y en a plein d'autres encore. Dans tous les milieux, on met en place certaines solutions gagnantes pour faire face à ces controverses.
notamment des comités de vivre ensemble ou des comités de coordination entre résidents intervenants ou entre gestionnaires, coordonnateurs, directeurs, où il est possible en fait de discuter ouvertement des problèmes. Il y a aussi le renforcement du rôle d'animation et de médiation qui est porté souvent par l'OCDUSUS, qui facilite en fait la résolution des controverses. La rédaction d'outils, de guides ou encore la mise en place d'ententes de gestion, ça peut aussi faciliter la résolution de ces controverses. Alors, en termes de mobilisation, on voit que la participation aux activités et l'intéressement des groupes et des résidents, c'est un enjeu clé en fait de ces partenariats. Et de manière générale, les structures de concertation, elles favorisent la mobilisation des groupes et des résidents. La mobilisation, elle fonctionne quand les différents partenaires y participent aux activités des uns et des autres. On a vu que c'était un facteur positif. Et puis, en général, l'élaboration de projets collectifs dans le milieu, c'est vraiment un indicateur de cette mobilisation. L'intervention de milieu, elle demeure un moyen pour favoriser la mobilisation des locataires. Et donc, dans chacun des milieux, les intervenants de milieu rappellent l'importance de se concerter entre partenaires et de mobiliser vraiment les locataires au même moment pour créer des liens dans le milieu. Donc, d'où l'importance de cette concertation. Par rapport aux besoins des résidents, alors pour réaliser des actions pertinentes, on a remarqué que c'était essentiel de bien connaître les besoins des résidents au départ. Et les besoins identifiés lors de la recherche, ils sont diversifiés et multidimensionnels. C'est aussi bien socialiser et rencontrer les voisins que connaître les ressources du quartier, mais aussi obtenir du soutien pour réaliser différentes démarches, notamment des démarches administratives. Beaucoup de résidents ont cité qu'ils avaient besoin aussi de ventiler, de recevoir une écoute active. Et puis, il y a eu la question aussi d'obtenir du répit et du soutien dans les tâches parentales, parce qu'on est majoritairement dans des HLM familiaux. Donc, la plupart des résidents rencontrés, ils apprécient vraiment les services proposés par l'intervention de milieu et puis considèrent que ça répond aux besoins qui sont impliqués, que les intervenants sont impliqués dans les différents milieux et très à l'écoute, et que ça permet justement, cette intervention de milieu, d'offrir un espace informel de discussion pour les locataires. Ça permet du référencement, puis ça permet de proposer aussi des activités pour différents groupes d'âge. Ces activités, elles permettent de briser l'isolement et de renforcer la cohésion entre les voisins. Et puis aussi, ça permet une meilleure médiation entre les locataires et la diminution des conflits. Dans chacun des milieux, même si l'intervention elle permet de briser cet isolement et d'offrir du soutien aux parents, il y a certains résidents qui regrettent des fois qu'il manque certaines activités pour certains groupes d'âge, qu'il n'existe pas de soutien psychosocial formel, ça c'est dans un des milieux. Donc, il y a plein d'autres identifications de manque, mais la plupart du temps, ça répond quand même à leurs besoins. Et pour la plupart des résidents, ils perçoivent la présence continue et stable des intervenants de milieu comme bénéfique et essentielle, et que ça facilite le recours aux services. Donc là, je vais laisser Andréane sur la question des retombées générales de la recherche et les discussions. Merci, Chloé. En fait, les retombées générales répondent à la question qu'on se pose souvent quand on fait de la concertation ou même de l'intervention. Qu'est-ce que ça donne? Donc, ce qu'on voit en général, c'est que la collaboration facilite le recours aux services diversifiés, oui, le réseau de la santé, mais aussi en termes d'emploi, d'éducation, soutien alimentaire, etc. Et ça facilite la participation des résidents au sein des organismes communautaires qui gravitent autour des tables de concertation. Les résidents qu'on a rencontrés mentionnent que l'accompagnement qu'on leur offre par le biais de l'intervention de milieu fait une différence importante dans leur accès à ces services-là et dans le soutien qu'ils obtiennent par le fait même. Ce soutien-là existe aussi entre les locataires
entre autres grâce à l'association de la CATER, mais aussi à travers les différentes activités qui sont mises en place au sein de l'intervention dans le milieu. Et donc, les liens entre les résidents sont facilités, voire même renforcés. Donc, le soutien social formel des organismes, mais aussi informel entre les résidents, agissent un peu en complémentarité. Et dans un des milieux concernés, parce qu'on ne vous l'a peut-être pas dit en début de présentation, là, on avait un peu 3 cas de figure. On a un des milieux où l'intervenante de milieu est en fait une TS du CIUS. On a 2 autres milieux où l'intervenante de milieu est embauchée par un organisme communautaire qui devient mandataire et donc qui délègue une de ses intervenantes au milieu, mais qui lui-même n'est pas dans le milieu. Et on avait un autre milieu où tous les intervenants sont embauchés par un organisme dont son seul mandat est d'offrir de l'intervention au milieu dans les HLM. Donc, dans le milieu concerné, c'est-à-dire dans le milieu où c'est une TS qui est embauchée par le CIUS et qui ont ce qu'ils appellent une approche de proximité. Eux-mêmes ont défini leur approche de proximité. Donc, tant l'approche que l'intervention de l'ATS sont perçues comme étant très positifs et contribuent à générer une image positive du réseau de la santé et des services sociaux dans le milieu. Donc, c'est vraiment le seul milieu qui nous en a parlé en termes très positifs et ça, c'est dû entre autres à la stabilité de l'ATS au moment où on a fait les entrevues. Ça faisait presque 12 ans qu'elle était là. Donc, il y a une grande stabilité à la fois de l'ATS, mais aussi des organismes qui s'impliquent dans le milieu. Et le projet se poursuit. Ça fait presque 15 ans que ce projet d'intervention de proximité est là dans le HLM. Donc, cette stabilité-là fait qu'il y a un plus grand recours à la fois à l'ATS et aux différents services des organismes, mais aussi du réseau de la santé. Et tout ça est vu comme étant fort positif. Donc, vraiment, la structure et sa stabilité, il fait pour beaucoup. Donc, si on élargit un peu à la discussion, ce qu'on se rend compte, c'est que les mécanismes de concertation multiniveau et l'intervention de milieu sont complémentaires. Donc, on a des tables de concertation des différents comités et on a des intervenants qui sont dans le milieu. Donc, tout ça se complète et agit en symbiose. Et c'est important d'avoir la conversation entre toutes ces structures et ces intervenants-là. Et la problématisation, hein, je reviens à mon cadre théorique de tantôt, comment on définit le problème sur lequel on travaille, bien, il est généralement défini collectivement au sein des tables de partenaires ou tables de concertation ou comités, là, dépendamment des milieux. Et ça permet de dégager une vision qui est rassembleuse pour tous les partenaires et les intervenants de milieu, ce qui facilite les autres dimensions de la traduction, donc l'intéressement, l'enrôlement, la mobilisation. Donc, ça part vraiment de la problématisation et la capacité à avoir une problématisation qui est définie collectivement. Et les structures, les outils, les guides développés vont permettre une meilleure résolution des controverses qu'on a pu voir et que Chloé vous a présentées. Donc, on peut dire que l'accès aux ressources, la cohésion sociale, la mobilisation communautaire, la création d'espaces collectifs et le soutien social, on les retrouve à travers ces structures d'intervention de proximité dans les HLM et sont favorables à la santé. On le voit très bien aussi dans la littérature qu'on peut consulter sur la question. Donc, quand on arrive à agir avec une assez bonne intensité dans le milieu, et avec une assez bonne stabilité aussi, je dirais, mais c'est favorable à la santé de la population qui y vit, donc aux résidents des HLM, et à la réduction des inégalités sociales de santé. Donc, l'investissement qui se fait en termes de ressources humaines, mais aussi d'activités, de projets, il faut qu'elle soit là pour soutenir tout ça et elle doit être assez importante pour contribuer à accroître le contrôle collectif, donc des différents partenaires et des résidents, et un certain contrôle individuel qui permet de réduire les inégalités. Donc, ça ne se fait pas non plus si facilement et ça prend à la fois des ressources, comme je disais, financières, mais aussi un investissement en termes de temps et de présence.
Mais c'est certain qu'une étude longitudinale, ce qui n'était pas le cas de ce projet-là, ça permettrait de compléter le projet ça permettrait de compléter, excusez-moi, pas le projet il est complété, mais de compléter le portrait en termes de retombées avec des indicateurs de santé, etc. Là. Tout comme une évaluation formelle aussi, les partenaires nous l'ont entre autres demandé parce que c'est difficile pour eux de vraiment documenter l'impact de leurs interventions. Donc, c'est des chercheurs qui suivent et qui ont des projets qu'ils aimeraient mettre en place. Il y a plein d'idées qui peuvent vous être soumises. Donc, on arrive avec un modèle d'intervention. En fait, ce modèle-là avait déjà été proposé après un des 3 projets que je vous ai présentés là, en début de présentation et on se rend compte qu'il est fort pertinent et correspond assez bien à ce qui est mis en place dans les HLM quand il y a ce travail-là, à la fois d'intervention de milieu et de concertation de partenariats intersectoriels. Donc, je finis en conclusion. On peut dire que les différents modes de collaboration sont favorables pour les résidents, mais aussi pour les intervenants puis les organisations présentes. Le modèle d'intervention de proximité que je viens juste de vous présenter pourrait être utile pour développer ce mode d'intervention-là. Mais rappelons que dans certains milieux, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années d'intervention qui se fait et que maintenant, on récolte les fruits. Donc, vraiment, ça se fait sur le temps long et ça demande une certaine continuité, une stabilité, un investissement des différents partenaires. Bien, merci beaucoup et on est tout à fait disponible pour vos questions et vos commentaires. Merci beaucoup, Andréane. Merci beaucoup, Chloé. C'était une belle présentation. Avant d'ouvrir sur la discussion avec tout le monde, j'aimerais inviter Martine Dubé, organisatrice communautaire, à réagir à la présentation. Et puis, après, nous allons prendre toutes vos questions et commentaires. Si vous êtes timide, vous pouvez me les écrire dans le clavardage et je transférerai. Sinon, vous pourrez prendre la parole tout de suite après Martine. Martine, on t'écoute. Merci, bonjour tout le monde. Je suis organisatrice communautaire, principalement dans ANSIC, mais ANSIC Bordeaux-Cartierville maintenant, là, depuis à peu près 2006 environ. Puis je suis en lien avec les dossiers HLM depuis à peu près de ce secteur-là depuis 2006 aussi. Dans ANSIC, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a quand même, c'est une des choses qui caractérise le quartier, d'avoir 3 gros plans d'ensemble, HLM, famille. C'est rare les quartiers qui ont des gros plans d'ensemble comme ça, avec 3 en plus. Donc, c'est quelque chose qui, pour notre communauté, était bien importante, puis on investit beaucoup d'énergie au fil du temps là, pour essayer de trouver des bonnes formules. Puis on avait beaucoup de questions quand on a rencontré Andréane la première fois. Fait que beaucoup de questions, beaucoup de pistes, puis tout ça. Puis je suis tellement contente de voir que tout s'est structuré comme ça, que la recherche a permis de clarifier des choses. C'est tellement... je trouve, quand j'ai pris connaissance de tout ça, je trouve que ça fit vraiment avec notre réalité, puis ça apporte les fameuses réponses qu'on cherchait là, il y a plusieurs années. Dans les choses que je retiens beaucoup, c'est que l'intervention dans les HLM, c'est pas l'affaire d'un organisme, c'est l'affaire d'une communauté. C'est la posture, je pense que chaque quartier, chaque milieu, chaque communauté devrait prendre, à mon avis, quand on parle de nos milieux HLM. Surtout quand on parle des plans d'ensemble, parce que comme disait tantôt Andréane, on parle d'entre 100 et 300 logements là, ou personnes, en tout cas, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est vraiment une grande quantité de personnes qui se retrouvent dans un milieu qui n'est pas naturel parce que ça a été créé artificiellement. Et il y a tous les impacts avec la communauté autour. Il y a une incidence sur... je vais juste vous donner des exemples. Ce qu'on entendait, c'est que les jeunes de nos HLM n'arrivaient pas à se faire embaucher comme les autres jeunes du quartier dans une épicerie qui était à proximité, par exemple. C'est des enjeux de quartier. Le regard que le voisinage pose sur les gens qui habitent dans les HLM, ça ne regarde pas juste les gens du HLM, ça ne regarde pas juste un organisme, c'est l'ensemble du quartier. Je trouve que le modèle qui est proposé, entre autres dans la présentation qu'Andréane a fait, puis que Chloé a fait aussi, c'est ça que ça démontre, l'importance de cette communauté-là qui se responsabilise avec les locataires
pour faire une différence, améliorer les conditions de vie, la qualité de vie du milieu. L'autre élément, c'est le fait que le comité de locataires, il apparaît aussi dans ce modèle-là. Clairement, les comités de locataires font partie intégrante de la solution avec nous. C'est un acteur incontournable. Ils prennent part au même titre que d'autres partenaires, d'autres acteurs autour de la table parce qu'ils ont un rôle, comme chacun des organismes ont un rôle autour de la table, puis chacun des intervenants. Donc, c'est important qu'ils puissent prendre leur place, puis qu'on leur laisse aussi faire. Nous, on a fait des essais-erreurs à ce niveau-là. Il y a des choses dans lesquelles on aurait dû faire mieux. Par exemple, à un moment donné, on s'est rendu compte que un de nos 3 plans d'ensemble HLM, on avait des interventions éparses. C'était pas le même type d'intervention, même façon d'intervenir. On n'avait pas les mêmes objectifs, c'était pas toujours les mêmes partenaires. Puis là, on a voulu harmoniser cette intervention-là. Pour que ce soit plus cohérent, plus périn dans le temps, plus facile de trouver des subventions, etc. Mais on a négligé notre relation avec les comités de locataires, puis les locataires en général pendant cette période-là, parce qu'on se disait, on est juste en train de parler de structure. Sauf que des fois, on est juste en train de parler de structure, mais on se rend compte qu'après, le sentiment d'appartenance, qui était quand même là à ce qui existait, s'effrite parce que là, on leur présente autre chose avec un autre nom. Puis là, eux n'ont pas fait le même processus que nous, même si on parle juste de structure puis qu'ils vont continuer à avoir de l'aide aux devoirs, ils vont continuer à avoir certaines choses. Et il y a quelque chose qu'on perd, c'est à ne pas s'associer les locataires puis à les considérer comme des acteurs qui sont incontournables. L'autre élément aussi que je trouve bien important, c'est le fait qu'on n'est pas axé juste sur les jeunes. Parce que le réflexe dans les HLM familles, c'est juste axer nos interventions sur les jeunes. Parce que c'est les jeunes qui dérangent, c'est les jeunes qui verbalisent plus facilement les besoins, c'est les jeunes qui viennent chercher, occuper les locaux, puis qui prennent leur place. Donc, c'est facile d'être juste mobilisé que par les jeunes. Puis, il y a longtemps, c'était ça. On avait un organisme qui se concentrait sur répondre aux besoins des jeunes ou offrir des activités aux jeunes. Mais on se rend compte que si on veut vraiment avoir un impact durable dans le temps, il faut aussi intervenir auprès des parents, comme le modèle le montre aussi. Les parents sont essentiels là-dedans parce que c'est le premier, là on va utiliser le terme à la mode de pandémie, c'est leur première bulle. Donc, c'est la bulle familiale. Donc, c'est essentiel qu'on voit une vision beaucoup plus large, beaucoup moins sectorielle là, à ce niveau-là. Puis le fait que l'intervention, ce qui est au cœur, dans le fond, des travaux d'Andréane et son équipe, c'est la question de l'intervention de proximité. Le fait que l'intervention de proximité, c'est pas juste l'affaire de l'intervention de milieu, des intervenants de milieu, mais que c'est vraiment des partenaires intersectoriels qui font partie de cette intervention de proximité-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester chacun dans nos... en plus, quand je disais que c'est une affaire de communauté, on ne peut pas rester chacun dans nos organisations puis dire qu'on va essayer juste de recruter dans les HLM puis les faire venir vers nos ressources. Il y a un effort que ça demande de la part de tous les acteurs. C'est de faire en sorte, je vais vous donner un exemple que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça illustre les efforts puis la réflexion que chaque acteur doit avoir. La bibliothèque, à un moment donné, je le donne souvent cet exemple-là parce qu'il parle, mais la bibliothèque souhaitait que les gens des HLM utilisent davantage les services de prêt de livres et tout ça. Puis c'était pas vraiment le cas, ils n'avaient pas leur carte, ils n'étaient pas membres, etc. Ce qu'on a décidé de faire à ce moment-là, c'était de dire, on va aller vous porter des collections d'Harry Potter, mais pas les derniers tomes. Les derniers tomes, il va falloir qu'ils viennent à la bibliothèque, pour... Il y a comme quelque chose où ils ont amené sur place quelque chose qui pouvait intéresser les jeunes à ce moment-là, les familles, puis il y a eu une stratégie pour essayer de décloisonner un petit peu, amener ailleurs, amener plus loin. Puis chaque organisation peut faire cette réflexion-là. C'est quoi, moi, mon intervention de proximité que je peux faire en collaboration avec le travail des milieux qu'il y a dans les HLM? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment je peux aller vers participer à des fêtes dans le HLM barbecue, tout ça? C'était listé un peu, ça fait partie des choses qui sont des réussites habituellement quand on organise des barbecues, des fêtes dans les HLM. Comment est-ce qu'on peut faire prendre part à ça comme communauté parce qu'ils en font partie?
puis se faire connaître, démystifier ce qu'on fait, puis tout ça, puis développer des liens avec ces gens-là. Ensuite, l'autre élément, c'est l'importance, quand on parle de l'intervention de proximité, d'entourer, comme communauté, justement, j'en parle un peu depuis tantôt, mais d'entourer les intervenants de milieux qui sont chaque jour, que c'est leur mandat d'être présents, souvent sur place. Le réflexe d'un intervenant dans un milieu de vie, que ce soit les HLM, que ce soit des écoles, que ce soit peu importe quoi, il y a un repli naturel sur soi qui se fait si on ne fait pas attention, si on ne met pas des structures en place pour interagir avec d'autres intervenants, entretenir nos liens avec d'autres intervenants. On veut répondre à tout. On est dans HLM, on se fait poser des questions, je veux faire mon CV, je veux ci, je veux ça. On a l'impression qu'on a toute la charge sur nos épaules pour répondre à tous les besoins. Mais on ne peut pas faire ça, puis c'est mal desservir les gens que de vouloir tout faire nous-mêmes. Donc, en ayant tout un réseau autour qui permet d'amener plus loin sur nos interventions, ça fait toute la différence. Ça, comme disait Andréane ou Chloé, je pense que c'est Chloé, la fatigue de compassion, la fatigue générale qu'on peut ressentir, puis le sentiment de ne pas être capable de répondre aux besoins, puis le sentiment d'impuissance est beaucoup moins grand de cette manière-là parce que c'est porté par une communauté. Ça nécessite, oui, des structures en place, mais beaucoup d'interactions, justement, informelles, non officielles, parfois, contact régulier avec les gens. Ça demande une présence des autres organisations sur place. Cette présence-là, elle a aussi le fait d'aller vers les HLM, ça permet aussi d'affiner notre connaissance terrain. Parce que si on est une organisation qui veut desservir les gens de HLM, on tombe vite, si on n'est pas nous-mêmes ni dans le milieu, on tombe vite dans tel organisme qui fait de l'intervention de milieu, s'il vous plaît, recrutez-moi tant de personnes parce qu'on a un projet pour les jeunes, on a un projet pour les parents. Et là, ça ne fonctionne pas, ça. Ce n'est pas des recruteurs, les intervenants de milieu, là, pour différentes activités dans la communauté. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est important d'affiner notre connaissance terrain en étant là. Puis, je vais essayer d'accélérer. Pour l'influence, tout ce qui est la manière que ça va influencer pour moi ma pratique là, dans les années à venir, je pense que on voit le rôle important de l'organisation communautaire au niveau des processus, pas du quoi faire, exactement, puis c'est quoi les besoins, mais au niveau du processus qui va mener à faire une bonne problématisation, amener les différentes étapes là, de la théorie, entre autres, de l'acteur réseau, mais il y a comme différentes étapes à faire, puis ça, il n'y a pas personne qui a le mandat, autre que l'organisation communautaire, souvent, de travailler sur ces éléments-là, sur ce processus-là qui va permettre à une communauté, dans un milieu donné, que ce soit un HLM ou autre, de réfléchir ensemble et d'en arriver à une vision commune pour passer à l'action. Des fois, on a l'impression qu'il faut faire toute une grosse structure puis avec une grosse planification stratégique pour intervenir dans les HLM. Des fois, dans certains milieux, ça va être ça qu'il va falloir faire parce que le milieu est mûr pour ça. Puis d'autres fois, ça va juste être d'identifier un problème ou un besoin puis de travailler ensemble tout de suite là-dessus puis de se mettre rapidement en action. Chaque milieu, je pense que le modèle tel que démontré, puis la théorie de l'acteur réseau peut s'adapter à n'importe quel milieu dans le temps, parce qu'il y a un moment où on va être capable d'aller d'une manière plus élaborée dans quelque chose, puis d'autres fois, il va falloir juste passer vite à l'action pour répondre à quelque chose de plus urgent, ou puis une démarche plus élaborée ne sera pas possible. Fait que ça s'adapte dans toutes ces circonstances-là, un peu partout. Puis l'importance aussi de soutenir nos structures par le développement d'outils, de guides, d'entente, de collaboration. L'organisation communautaire peut aussi jouer un rôle important là-dedans. Comment est-ce qu'on peut s'outiller pour pouvoir maintenir nos structures en place, les baliser un peu plus pour que ça survive au changement de personnel qui est une réalité de nos jours. Puis, miser beaucoup sur les activités. Je retiens beaucoup, puis je pense que c'est là-dessus que je vais essayer de focuser mon soutien pour les années futures après la COVID. C'est la question des activités, projets collectifs, parce que c'est ça qui va faire qu'on va devenir des équipes ensemble vraiment, puis des acteurs réseau connectés ensemble. C'est quand on agit ensemble.
oui, réfléchir ensemble, mais la réflexion sans faire des choses ensemble, il y a comme quelque chose où on tourne en rond à un moment donné. C'est qu'il faut qu'on parte de quelque part. À un moment donné, il y a eu un problème de salubrité. Il y avait des coquerelles ou des roches, je ne sais pas trop quoi, dans un milieu en particulier. Et là, on s'est dit, OK, on fait quelque chose, on travaille avec les comités de locataires, puis on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc, il faut travailler ensemble sur des choses concrètes pour développer nos liens. Puis après, la place de la recherche aussi, quand on est dans des choses complexes comme ça, c'est tellement important. On est dans des... il y a beaucoup d'acteurs impliqués, il y a beaucoup de rôles à définir, etc. Il faut qu'on apprenne, je pense, à intégrer dans nos démarches des acteurs extérieurs qui sont capables de nous refléter des choses, de nous amener des théories qui pourraient nous guider dans nos réflexions, etc. Fait que ça a été une des choses que j'ai retenues qui était le plus intéressante. Non seulement on a eu un soutien pour aussi organiser notre pensée, notre expérience, ce qu'on vivait, mais en plus, en cours de route, on était capable d'avoir recours à Andréane et son équipe, puis pour simplement poser des questions, elle nous alimente, on voudrait entendre parler plus d'un sujet, elle était disponible pour ce genre de choses-là. Fait que je pense que c'est un maillage très important de poursuivre là, dans des dossiers comme ça complexes le travail avec la recherche. Puis je finirais, je pense, là-dessus. Là. Je pense que c'est quelque chose que je souhaite qu'ils fassent des petits à travers le Québec, parce qu'il y a des HLM partout à travers le Québec. Puis je pense que ça peut être un guide, en tout cas un bon point de départ pour plusieurs communautés là, pour pouvoir implanter certaines choses à la mesure, puis selon la couleur de chaque milieu, parce qu'il y a de place pour ça. Voilà.